Entre les examens médicaux, les malentendus sur le vocabulaire et les situations cocasses, Germaine garde son sens de l'humour, transformant une situation de crise en un moment de rire partagé. La tentative de thérapie familiale orchestrée par Carole est un moment clé de cette journée. Elle veut aider Bruno et Geneviève, elle veut instaurer une communication saine. Mais elle se heurte à la personnalité envahissante de sa mère. La pièce devient le centre d'une tempête d'émotions. Les non-dits éclatent, les vérités sont jetées sur la table avec maladresse. Carole, frustrée, essaie d'imposer une procédure, des règles, des étiquettes, tandis que Germaine, avec sa spontanéité désarmante, fait voler en éclats tous ses protocoles. Elle ne cherche pas à nuire, elle cherche à protéger, à comprendre, à exister. C'est dans ce chaos apparent que la magie opère. Parfois, il faut que tout explose pour que les pièces se réassemblent correctement. Bruno, poussé par cette confrontation, finit par exprimer ses sentiments réels et Geneviève, loin de fuir, trouve la force de s'engager. La demande en mariage, au milieu de ce désordre, est le point culminant de cette journée riche en péripéties. Germaine, finalement, se retrouve seule avec ses pensées. Elle réalise que, malgré les apparences, malgré les disputes, malgré ses tentatives maladroites d'intervenir, l'amour circule toujours dans cette famille. Elle n'est pas qu'une ménagère, pas qu'une commerçante, elle est le ciment de ce foyer, une maman qui aime ses enfants plus que tout. Elle repense au téléphone qu'elle a passé à Tommy Lalancette, un geste de compassion. Une petite main tendue vers quelqu'un qui souffre, prouvant que son cœur est bien plus grand que ses opinions parfois tranchées. La nuit tombe sur la maison des Lebrun. Le calme revient, un calme bien mérité. Germaine s'apprête à se reposer, satisfaite de savoir que, même si la vie est un perpétuel ménage à faire, elle est entourée de ceux qu'elle aime. Elle murmure pour elle-même, un dernier mot, un sourire aux lèvres. Prête à affronter une nouvelle journée avec la même détermination et le même amour, car au fond, c'est cela, être une mère, c'est être là, toujours, pour guider, pour soutenir, et parfois, juste pour être là. La boucle est bouclée, la vie continue, et avec elle, la promesse de nouveaux moments partagés. De nouveaux rires et de cette tendresse infinie qui définit le foyer des Lebrun. Bienvenue chez Madame Lebrun. La maison vibre d'une énergie singulière, celle d'une femme qui ne connaît pas le repos. Grand-papa, assis dans son fauteuil habituel, semble perdu dans ses pensées. Mais pour Madame Lebrun, le calme est une anomalie. Cela fait 3 jours que le vieil homme ne dort pas, ou du moins, c'est ce qu'il prétend. Elle, de son côté, s'active à ranger, nettoyer, organiser. Pour elle, le ménage est une seconde nature, presque une religion. Elle parle seule, ou peut-être parle-t-elle à la maison elle-même. Elle a élevé 6 enfants toute seule, et pourtant, aucun des n'a été aussi exigeant que ce grand-père capricieux. Monsieur Curie, le voisin, est passé l'autre jour. En observant la maison, il lance un compliment sur la grâce de Madame Lebrun et la protection divine qui semble régner sur ces lieux. Elle accepte le compliment avec politesse, tout en pensant à la complexité de la gestion de ce foyer. Elle repense à ses 18 ans, à son mariage avec Roger Lebrun. Un mariage précipité par ce qu'elle appelle une maladie heureuse, la grossesse. La vie, depuis ce jour, a été un enchaînement de responsabilités, de tâches ménagères et de dévouement. Sa fille, Carole, fait une entrée remarquée. Elle semble calme, trop calme peut-être. Une grosse date elle attend ce soir. Pour Madame Lebrun, le terme date est charge de souvenirs et de cynisme. Elle met en garde sa fille contre les intentions masculines, avec cet humour un peu cru qui la caractérise. Carole, habituée aux conseils maternels souvent envahissants, tente de garder son sang-froid. Elle ne cherche qu'un verre tranquille. Mais pour Madame Lebrun, l'expérience est une arme. Elle rappelle à Carole les aléas de la vie sentimentale. Les malentendus et les situations cocasses qui peuvent survenir en un instant. Après le départ de sa fille, elle se tourne vers son travail. Car Madame Lebrun n'est pas qu'une ménagère.
Elle tient un kiosque aux marches, vendant des fruits et des légumes avec une autorité naturelle. Elle ne supporte pas les clients qui manipulent la marchandise sans respect. Elle se souvient d'une femme, l'autre jour, à qui elle a dû expliquer la différence entre une banane et une autre chose. Avec cette franchise brutale qui fait sa marque de fabrique. De retour à la maison, elle retrouve Bruno, son fils. Il semble triste. La cause en est Geneviève, sa petite amie. Ils ont rompu. Madame Lebrun s'inquiète, elle veut aider, elle veut comprendre. Mais Bruno reste sur la réserve. Il ne veut pas en parler. La tension est palpable. Madame Lebrun propose un café, un biscuit, tout ce qu'elle peut pour apaiser la douleur de son fils. Elle se sent investie d'une mission. Le soir venu, Carole et sa mère discutent encore. Elle s'inquiète pour Bruno et Geneviève. Carole, qui étudiait la psychologie, tente de rester rationnelle, mais Madame Lebrun est une force de la nature. Elle veut s'impliquer. Elle veut diriger. Soudain, une nouvelle crise éclatait. Grand-papa ne se sent pas bien. À 92 ans, il est normal d'avoir des préoccupations sur sa santé. La famille panique. Il faut appeler le docteur Lépine. Ce docteur est connu pour ses méthodes onéreuses et son manque de tact. Madame Lebrun s'exécutée, non sans râler contre le prix de la consultation. Le docteur arrive, impose ses exigences, et la scène devient rapidement une farce. Il demande des examens, des échantillons, et Madame Lebrun se retrouve au milieu de tout cela, essayant de maintenir une forme de dignité dans le chaos. Le docteur se révélait être quelqu'un de particulier. Et la situation avec grand-papa tourne à l'absurde lorsque le docteur commence à explorer les cavités de manière impromptue. Madame Lebrun, bien qu'agacée, finit par voir le code comique de la situation. Le lendemain, Carole essaie de se concentrer sur ses études de psychologie. Elle cherche ses livres, mais ils ont été déplacés. La maison est un terrain de jeu où rien ne reste à sa place. Madame Lebrun, toujours déterminée à aider Bruno et Geneviève, décide de mettre en place une séance de psychothérapie. Elle se voit déjà comme une leader, une organisatrice. Elle invite les jeunes gens. Bruno et Geneviève sont réticents. La séance commence dans une confusion totale. Madame Lebrun, bien qu'ayant promis de ne pas intervenir, ne peut s'en empêcher. Elle pose des questions, elle commente, elle dirige. Geneviève, fatiguée de cette dynamique, finit par dire ce qu'elle pense de l'influence de la mère sur le fils. Les mots sont durs, mais honnêtes. Bruno, pris entre deux feux, finit par agir. La situation explose. Il y a des malentendus, des cris, et finalement, une décision est prise. Bruno et Geneviève se rendent compte que ce n'est pas la mère le problème, mais leur propre relation. Ils se séparent, puis se retrouvent, dans un tourbillon des émotions. Pendant ce temps, le cercle des amis de Madame Lebrun se réunissent pour discuter de leur vie. Margot, Germaine, et les autres échangeant des anecdotes sur leur rencontre. Le rendez-vous galant, et les hommes de leur vie. Le ton est à l'humour, un humour parfois acerbe, qui reflète leur experiences. Elles parlent de vibrateurs, des erreurs de jeunesse. Et de la difficulté de trouver l'amour à leur âge. C'est une conversation libératrice, pleine de complicité. Madame Lebrun y participe, apportant ses propres histoires, son pistolet taser, ses peurs et ses espoirs. Elle rit de tout, même du pire. La journée se termine par une forme d'apaisement. Bruno et Geneviève en trouvent une sorte d'équilibre. Ils décident de s'engager, de se marier, contre toute attente. La nouvelle se répand. Madame Lebrun, bien qu'ayant joué un rôle trouble dans tout cela, se sent fière. Elle se rend compte que, finalement, ce qu'elle fait, c'est ce que font toutes les mamans. Elle s'est investie, peut-être trop, mais avec amour. Et alors que la nuit tombe sur la maison, elle se retrouve seule avec ses pensées. Elle pense à Tommy la Lancette, un nom qui revient du passe.
Elle a eu son numéro de téléphone lors d'un cours de yoga par l'intermédiaire de Margot. Il est seul, lui aussi, avec ses enfants. Elle se dit qu'un appel ne ferait pas de mal. CS